Bonjour à tous et bienvenue à ce 17e webinaire Parlons RH qui porte ce mercredi matin sur le thème du digital RH et obligations légales entre contraintes et opportunités, vaste sujet. Nous avons j'ai le plaisir ce matin de recevoir un expert de cette thématique. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Fabien Leray est VP Customer Services IMIA chez PeopleDoc. Donc, tu nous présenteras ce que ça signifie en termes de périmètre de responsabilité et puis tu nous présenteras également PeopleDoc. Voilà le sommaire de ce webinaire ce matin. D'abord, Fabien nous présentera un peu justement ce dont on va parler, de cadrer un petit peu le sujet et puis peut-être aussi ce dont on ne parlera pas. On verra comment le digital RH, dans ce contexte d'évolution légale un peu prolifique, pour ne pas dire créatif, permet justement de structurer, d'harmoniser les processus RH. C'est le cœur du webinaire ce matin, le cœur du sujet. Et on verra surtout, et j'espère qu'il en fera la preuve au travers des exemples très concrets qu'il a prévus, est-ce qu'on peut en tirer des opportunités? Quelle occasion favorable finalement ce contexte prolifique en termes d'évolution légale peut nous permettre quel bénéfice ça peut nous permettre de tirer. En termes de modalités opérationnelles sur ce webinaire, il durera 45 minutes, maintenant 43, donc on terminera à 11h45. Je vous rappelle que vous devez poser des questions au travers de la boîte de chat qui se trouve normalement en bas à gauche. Donc n'hésitez pas, notre expert est là ce matin pour vous. N'hésitez pas à s'adresser directement à lui, à nous faire part de vos retours d'expérience sur le sujet ou de vos commentaires. À l'issue de ce webinaire, vous pourrez évaluer le webinaire et ça nous est très utile dans une perspective d'amélioration, aussi de satisfaction. On aime bien avoir des bonnes notes, mais quand elles sont mauvaises, on y fait très attention. Donc, n'hésitez pas à être le plus objectif et encourageant que possible. Donc, évaluez s'il vous plaît le webinaire à la fin et commentez-le sur ce qui a bien marché, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins bien apprécié, quels sont les sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochains webinaires. Et enfin, en plus donc de cette fenêtre de chat sur le fait de pouvoir poser des questions, de pouvoir évaluer le webinaire, de pouvoir le commenter à la fin, vous pouvez aussi, bien sûr, télécharger la présentation et nous vous invitons à le faire. D'ailleurs, dans cette présentation, il y a un slide sur Parlons RH que je n'ai pas présenté afin de ne pas empiéter sur le temps de parole de notre expert et sur la nature des échanges que nous allons avoir avec lui. Et pour commencer tout de suite, avant de commencer par de quoi parle-t-on, est-ce que Fabien, tu peux présenter un petit peu, présenter un petit peu ton parcours et puis surtout nous présenter PeopleDoc? Oui, bien sûr, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabien Leray, je suis VP Customer Services IMIA chez PeopleDoc. En gros, je m'occupe de tout ce qui est service client chez PeopleDoc pour l'IMIA. J'ai eu la chance d'arriver chez PeopleDoc il y a plus de 7 ans, maintenant bientôt 8 ans, en 2010. Donc j'ai connu PeopleDoc à ses débuts, on était une dizaine de personnes. Ça date de 2010 PeopleDoc ou un petit peu avant? Ça date de 2007, on va dire que l'activité a vraiment commencé à prendre à partir de 2010. D'accord. Je suis arrivé donc en tant que chef de projet. Moi quand je suis arrivé, on avait 3 clients. J'ai commencé à faire du projet, donc à mettre en place nos différents clients. Et du coup, j'ai eu la chance de tous les superviser parce que j'ai commencé en tant que chef de projet. On a recruté 2 chefs de projet, puis on a commencé à construire ce service client avec des responsables relations clients, on appelle des Customer Success Managers chez nous, une cellule training, une cellule support également. Et donc, on a grossi peu à peu et aujourd'hui, on a mis plus de 650 clients en place, que j'ai pu soit mettre en place moi-même à une époque, on va dire, soit les superviser au travers de mon équipe. Donc aujourd'hui, PeopleDoc, c'est... On va profiter, excuse-moi, je te coupe, on va profiter justement de ton expérience très opérationnelle, plus de 600 clients mis en place. On n'a que 45 minutes, donc on ne va pas pouvoir traiter des 600 clients en termes de cas d'entreprise, mais j'espère qu'on aura l'occasion justement de nous illustrer le propos au travers de cas très opérationnels. On va en profiter. Donc voilà, aujourd'hui on est présent dans 188 pays, on a 3,4 millions d'utilisateurs, donc vous voyez
l'entreprise s'est bien développée, nos solutions également, elles sont très utilisées. On a 200 collaborateurs chez PeopleDoc, on est passé de 10 à 200 avec une forte croissance. On a fait pas mal de levées de fonds. En tout, on a levé 55 millions de dollars qui nous ont permis aussi d'aller voir un peu à l'étranger. C'est-à-dire qu'on est présent dans 188 pays sur l'utilisation de nos solutions. On n'a pas des agences dans 188 pays. Aujourd'hui, on est présent, on a des bureaux dans différents pays, donc historiquement la France. On est aux États-Unis également, à New York. On est en Angleterre, on est en Allemagne et également au Canada. Et donc on développe ces différents marchés sur ces pays-là et sur les autres pays, soit on touche les autres pays via des clients qui sont internationaux, soit via des partenaires. Alors, on voit que PeopleDoc est une superbe success story, probablement une future licorne française. Un calcul rapide, c'est qu'en 7 ans, vous avez fait x200 nombre de clients, de 3 à 600. Peut-être que dans 7 ans, je vous souhaite de faire x200 également sur ces 650 clients, et également en termes de nombre d'utilisateurs. Juste une petite question, je ne sais pas si tu as la réponse. Ce qui différencie souvent un éditeur SaaS, notamment sur la partie digital RH, mais un éditeur SaaS, c'est sa capacité d'innovation. Un des critères de sa capacité d'innovation, un des paramètres, c'est sa R&D. C'est quoi la R&D de PeopleDoc en termes de pourcentage de l'effectif ou de pourcentage du chiffre d'affaires? Est-ce que tu as un indicateur? Alors, en pourcentage d'effectifs, aujourd'hui, la R&D, c'est 40% d'effectifs de PeopleDoc et 100% en France. C'est-à-dire qu'on n'a jamais souhaité externaliser ça. Donc, PeopleDoc, c'est un éditeur SaaS dans les ressources humaines. Donc, on offre des solutions digitales pour les ressources humaines. Et on a besoin de maîtriser ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu, c'est notre core business, et c'est ce qui fait la valeur de notre entreprise, c'est vraiment maîtriser nos solutions et maîtriser le développement de nos solutions et apporter toujours de l'innovation là-dessus. Donc, lié à ces levées de fonds, à ces fortes levées de fonds qu'on a pu faire, ça a été de l'investissement pour investir en R&D. Donc 40%, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui investissent 40% de leur masse salariale en R&D aujourd'hui, pour vraiment rester à la pointe et proposer des solutions innovantes à nos clients. Donc une belle 40%, quoi. 40% de R&D de l'effectif est consacré à ce développement de l'innovation. Juste une question pour finir sur PeopleDoc, pour mieux comprendre votre positionnement. 650 clients, alors je ne vais pas demander une répartition du parc client. C'est quoi le plus gros client ou le plus petit client, ou les deux d'ailleurs, pour qu'on puisse comprendre à qui vous vous adressez? Alors on a des clients de plus en plus gros, évidemment. La dimension mondiale de PeopleDoc intéresse ces gros clients. Le plus gros, c'est Nestlé aujourd'hui, qu'on a signé, qu'on est en train de mettre en place. On va déployer les premiers modules à l'automne. C'est combien de collaborateurs? C'est 320 000 collaborateurs dans 147 pays différents. Alors, je reviendrai un peu sur ce cas-là, c'est un cas qui est très intéressant parce que 147 pays, vous anticipez bien qu'au niveau problématique légale, il y a des choses à gérer, quoi. Donc voilà, ça c'est notre plus gros, on a d'autres des gros, mais ça c'est notre mammouth à nous. Ensuite, le plus petit, on en a des tout petits, qu'on ne gère pas en direct. C'est-à-dire que je parlais de partenaires tout à l'heure. On a noué des partenariats avec des éditeurs de logiciels, avec des acteurs des solutions RH sur le marché, qui nous permettent, en intégrant PeopleDoc au sein de leur solution, de déployer très rapidement PeopleDoc sur des plus petits clients qu'on ne pourrait pas toucher nous en direct. Ouais. Donc les plus petits, ça va être moins de 5 employés. Donc le spectre, c'est 5 employés. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a des clients utilisateurs qui vont de 5 employés à 320 000. 320 000. Donc vous avez un range par client assez large. D'accord. Donc peut-être que RH fera l'acquisition de PeopleDoc via son éditeur de logiciel. Ce n'était pas encore le cas, mais ça ne serait tardé peut-être. Alors justement, on va, après avoir parlé de ton parcours et d'expérience que tu as pu avoir dans le service client, que tu as encore aujourd'hui évidemment, et de PeopleDoc, on va aborder notre sujet et je voudrais que tu nous aides en quelques minutes à le définir, à le cadrer. Quand on dit digital RH et obligations légales entre contraintes et opportunités, voilà, de quoi on va parler ce matin?
et de quoi peut-être on ne va pas parler aussi. Oui, alors je vais essayer d'éclaircir un peu sur ce qu'on va aborder ce matin. Donc on va aborder le Digital RH. Le Digital RH, c'est quoi rapidement? Le Digital RH, c'est souvent vu comme un ensemble de solutions, de services à destination des RH pour mieux gérer leur processus au quotidien. Sauf que pour nous, c'est pas que ça. Le Digital RH, ça ne s'arrête pas juste à la mise en place d'une solution, c'est pas suffisant. Il y a tout l'accompagnement qui va avec. Le Digital RH, c'est quelque chose de nouveau. Ça doit accompagner une stratégie digitale dans l'entreprise. C'est une des composantes de la stratégie digitale que peuvent avoir les entreprises. Donc nous, on vient se greffer sur cette stratégie. Et donc il y a de l'accompagnement, parce que ça ne sert à rien de mettre un outil en place sans accompagnement, sans formation pour que les gens l'utilisent. Le facteur clé de succès, le facteur décisif dans la mise en place d'une solution, d'une plateforme RH, c'est vraiment comment c'est utilisé. Nous, c'est vraiment ce qu'on regarde, c'est OK, on a lancé un projet, un client a installé une solution, c'est un bon premier pas, mais la volonté, c'est de savoir si est-ce que c'est utilisé ou non. C'est vraiment ce qui est important. Et donc, ça va passer par toute une conduite du changement, depuis un plan de formation, en passant par du change management, de l'accompagnement des différentes personnes pour utiliser ces solutions RH. Donc voilà, pour le digital. Donc n'oublions pas le dernier S de SaaS, Software as a Service, mais c'est presque Software and Service. C'est très important. Fait un super jeu de mots. C'est bien ça. Hein. C'est le software tout seul, l'outil en termes de digital, ça ne sert à rien. J'entends bien accompagnement, service. Si on revient sur la proportion des équipes qu'on a chez PeopleDoc, c'est 40% de R&D, c'est 30% de service. Donc de support aux utilisateurs, d'implémentation, etc. Donc c'est vraiment important, il ne faut pas l'oublier parce que c'est un des facteurs clés de succès. Pour que ça prenne, ça passe vraiment par là. Ensuite, le second point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les contraintes légales. Aujourd'hui, les entreprises, quand on parle d'entreprise internationale, par exemple, il y a des vraies contraintes légales qui sont très difficiles à gérer au niveau global. C'est-à-dire qu'avoir une vision globale sur chacun des pays dans lequel est déployée une solution, comment fonctionne chaque pays, est-ce que chaque pays est bien conforme à l'égalité locale de ce pays, c'est très compliqué à voir. Donc on a une dimension globale, mais on a aussi une dimension locale. Alors si on prend l'exemple de la France, il y a une actualité qui est très forte en France actuellement, avec la RGPD qui arrive en mai prochain, mai 2018, qui est une forte conformité à mettre en place vis-à-vis du traitement des données des salariés. Et également la loi travail qu'on a eu en 2017, qui a chamboulé pas mal de choses. Et donc, ces contraintes légales, il va falloir les respecter. Comment est-ce qu'on fait pour les respecter? Parfois, il faut s'équiper de solutions pour pouvoir y répondre. Alors, là, on va aborder le sujet. Moi, vous l'avez compris, je ne suis absolument pas juriste. Donc je ne vous poserai pas de questions sur la réponse du travail. Ce n'est pas un webinaire sur des questions techniques juridiques. En revanche, moi, ce que je vais vraiment essayer d'apporter ici, c'est ma vision métier, ma vision opérationnelle des différents clients qu'on a pu mettre en production, qu'on a pu accompagner avec des problématiques qui leur étaient propres, mais qui sont souvent partagées par plein d'autres sociétés. Comment est-ce qu'ils ont réussi à répondre globalement et en s'appropriant une plateforme RH. Ok, donc Digital RH, ce n'est pas qu'un outil, il faut de l'accompagnement, du change management, du service autour, les contraintes légales au niveau global, sans une approche trop juridico-technique. Hein. Oui. Tu n'es pas encore avocat en droit social, encore moins au niveau mondial, je ne sais même pas si ça existe. C'est ça qu'on va regarder, ce dont on va parler ce matin, et je commencerai par... Alors, n'hésitez pas, je commencerai par ma première question, mais vous, si vous avez des questions, alors là, on est dans une phase préliminaire de cadrage, mais n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions à Fabien, il est là pour pouvoir y répondre, et peut-être que la suite de son propos va générer chez vous justement des interrogations et un certain nombre de commentaires. Et je commencerai moi par ce premier sujet qui est de dire, ok, dans ce contexte donc, mondial d'évolution légale, de contraintes légales assez compliquées à appréhender, comment ou en quoi le Digital RH, on parle bien de plateforme et de services, peut aider à structurer, j'ai envie de dire, à processer l'activité RH, à harmoniser les processus. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cela ?
Alors, oui, c'est-à-dire que c'est quand on a une société, c'est pas toujours évident de mettre en place les processus qui vont bien pour répondre à des règles légales, se mettre en conformité par rapport à tout ça. D'autant que c'est des choses qui évoluent. Donc, tout ce qui est évolution légale et réglementaire, c'est assez fort. On l'a vu encore, il y a une grosse actualité là-dessus. Et donc, on a beaucoup de clients qui ont souhaité s'équiper d'une plateforme RH pour justement répondre à ces problématiques et décharger les RH de toutes ces notions légales et qui puissent se concentrer sur leurs travaux au quotidien. Je vais principalement prendre des exemples là-dessus. Je vous laisse prendre connaissance du slide. Je ne vais pas lire les boîtes les unes après les autres. Je vais commencer par un exemple qui était très parlant là-dessus, qui était un client qu'on a accompagné, qui s'appelle Natixis, qui était vraiment dans une optique de transformation RH avec la mise en place d'un CSP. Les problématiques de CSP, centre de services partagés, oui, c'est vraiment centraliser toutes les activités RH pour délivrer un meilleur service auprès des salariés. Leur problématique à Natixis, c'est qu'ils ont une quarantaine de filiales bien distinctes avec 6 conventions collectives. Et tout était décentralisé dans chacune des filiales. Et donc les salariés, ils ont des questions à poser au quotidien et ils attendent des réponses. Et c'est très désordonné dans le sens où chaque salarié contactait soit son manager, soit son agent RH, soit son responsable, voire son DRH par email, par téléphone, par courrier, voire il frappait à la porte du bureau, il rentrait, il posait ses questions. Donc ça perturbait beaucoup le travail au quotidien de l'RH. Et sans garantie d'avoir une réponse fiable à la question qui est posée, surtout face à la complexité d'une entreprise aux conventions collectives multiples. Et donc, est-ce que la personne à qui on s'adresse connaît la réponse et va apporter une réponse satisfaisante au collaborateur, ce qui peut être gênant si ce n'est pas le cas. Donc, il y a une volonté de créer ce centre de services partagés en Natixis pour centraliser toutes les demandes et s'assurer que chaque salarié pose la bonne question au bon interlocuteur et obtient la bonne réponse. Donc ils se sont équipés, on les accompagne, ils se sont équipés de PeopleDoc, de notre outil de Employee Relationship Management. C'est un outil de ticketing RH. Ticketing. Oui, c'est un outil dans lequel les salariés posent des questions à la RH et ça peut débloquer des processus qui vont passer par les bonnes personnes pour que les bonnes personnes apportent les bonnes réponses aux salariés. Et c'est quoi? C'est comme un forum? Comment ça concrètement, si on peut essayer de se matérialiser les choses? Ça marche de la même manière que lorsque vous faites une commande sur Amazon et que vous avez une question à poser pour savoir où est votre colis, vous posez la question et vous obtenez une réponse de la part de quelqu'un au support. Il faut voir ça comme du support RH, mais c'est du support niveau 2, bien évidemment. Il y a une vraie connaissance de la part des gestionnaires RH dans le CSP pour apporter des réponses précises aux questions des salariés. Je t'ai coupé. Oui, c'est pas grave, je vais reprendre. Du coup, oui, on a mis en place cet outil au sein du CSP avec deux faces, on va dire, sur l'outil. Une face front salarié dans lequel le salarié va pouvoir trouver lui-même ses réponses. C'est-à-dire qu'il y a un portail collaboratif avec des articles à partir duquel, dans le portail, les salariés vont pouvoir faire des recherches sur les différents sujets sur lesquels ils s'interrogent. Et donc, ils vont pouvoir trouver par eux-mêmes leurs réponses. Je parlais d'Amazon. Aujourd'hui, les gens sont habitués à obtenir des réponses très rapidement et voir par eux-mêmes. Avec Google, ils tapent dans Google leur recherche et ils obtiennent les réponses. Et bien là, c'est pareil. Ils vont taper, je veux mettre un temps partiel, ils vont taper temps partiel dans la recherche, ils vont obtenir différents articles, ils vont leur expliquer comment faire pour obtenir un temps partiel. Donc des fois ça va suffire. Ils vont avoir la réponse à leur question. Et on a noté que 70% des questions collaborateurs trouvaient la réponse directement dans la base de connaissances, donc sans passer par les RH. Donc ça allège énormément la charge pour les RH. D'autres fois, ça va enclencher un processus
où il va y avoir une intervention DRH. Ça va être nécessaire. Pour le temps partiel, ça va être le cas. La personne va taper dans son moteur de recherche temps partiel, va voir un article sur comment on fait une demande de temps partiel, et ensuite elle va faire sa demande de manière très standardisée, et il y a un workflow qui va se lancer. Et ça va éviter que la demande elle soit faite au coin du bureau, à son manager, qu'il n'y ait pas de suite donnée à ça parce que le manager il oublie ou il ne demande pas à la bonne personne, etc. Et donc là, ça va être processé, il va y avoir des étapes de validation. Ça va d'abord passer au CSP pour qu'il valide la demande, puis ça va escalader au manager pour qu'il valide et qu'il accepte que la personne fasse son temps partiel. Ça va passer par les RH pour qu'ils puissent faire élaborer un avenant à son contrat de travail, puis au service de la paye pour que ce soit pris en compte et que la personne soit payée au bon salaire, etc. Donc il y a tous ces process-là qui vont permettre de faire une mise en conformité, qui vont permettre de s'assurer que, et au niveau du processus et au niveau réglementaire, on est dans les clous par rapport aux salariés. Ok, donc base de connaissances avec le fait de mutualiser digitalement, c'est pas très beau, finalement la nature des réponses à apporter aux collaborateurs. Mutualisation également de services, hein, tu disais le Digital RH, c'est pas que l'outil ou la solution, c'est aussi surtout des gens derrière, et donc le fait de rassembler des gens experts dans un même lieu, ou en tout cas dans un même espace, pas forcément physique, pour pouvoir donner un certain nombre de réponses, plus système de portail et workflow, ça c'est un des exemples qui permet de structurer et d'harmoniser les process RH. Est-ce que tu as évoqué 40 filiales, 6 conventions collectives, donc on voit justement qu'il y a un enjeu de gestion des rôles et des habilitations, exactement comme dans la partie client, quand on a des problématiques de sollicitation. Tu citais Amazon, je suppose qu'il y a des rôles et des habilitations importants. C'est le deuxième point de cette partie-là. Est-ce que tu as d'ailleurs un exemple peut-être à nous délivrer sur l'importance de la gestion des rôles et des habilitations? Oui, dans tout ce qui est RH, on est confronté tous les jours à ça. Hein. C'est que on traite des données sensibles dans les RH, donc ça fait partie du spectre de la législation. C'est comment donner la bonne info à la bonne personne et comment être certain qu'on ne donne pas une info à laquelle une personne ne devrait pas avoir accès. Donc ça passe par la gestion des rôles d'habilitation, et c'est vrai que s'équiper d'une plateforme RH, d'une solution digitale, va aider grandement à ça. Si on prend l'exemple on a fait un gros projet avec Suez, par exemple. Ils avaient un besoin de digitaliser tous leurs dossiers des salariés. C'est combien de salariés, Suez? C'était une filiale, c'était Suez RB, c'était ex-Cita, c'est 20 000 salariés. D'accord. 20 000 salariés, et donc on le sait, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on a des dossiers papier, alors déjà c'est souvent décentralisé parce que l'archivage coûte moins cher en province qu'à la Défense. Donc déjà, l'accès n'est pas toujours évident aux dossiers salariés papier. Quand ils sont sur place, c'est des grandes armoires au sous-sol, et vous avez une clé pour avoir accès à l'ensemble des dossiers. Vous donnez la clé à la personne, et la personne peut avoir accès à toutes les pièces de tous les collaborateurs dans tous les centres. Donc au niveau sécurité, on n'est pas bien. Je grossis le trait, évidemment, il y a des clients, il y a des entreprises qui gèrent ça de manière un peu plus fine, mais c'est quand même très compliqué à gérer ce type d'accès vraiment sécurisé en papier. L'avantage du digital, c'est que pour Suez, on a transformé l'ensemble des dossiers papier en dossiers électroniques. Donc on a des partenaires pour ça, on a scanné l'ensemble des dossiers, et ensuite au fil de l'eau, les gestionnaires RH alimentent ces dossiers directement en électronique. Et donc, l'ensemble des pièces constitutives des dossiers des salariés sont disponibles en électronique. Ce qui permet de gérer, de faire une gestion de droit habilitation vraiment très fine, par type de document, par périmètre organisationnel, etc. Et donc, on peut donner les bons droits aux bonnes personnes, que ce soit des gestionnaires, des managers, des DRH, voire des formateurs, des choses comme ça. Et pour un formateur, on va donner accès au dossier uniquement à la partie formation des dossiers des salariés. Ils vont avoir accès en temps réel aux pièces liées à la formation du salarié.
et on évite de lui donner une clé qui lui donne accès à l'ensemble du dossier. Donc on sécurise ça. Pour Suez, on a même été un petit peu plus loin, on parlait de self-service tout à l'heure, on a été encore plus loin, c'est qu'on a mis à disposition des salariés directement leur dossier, c'est-à-dire que directement depuis leur intranet, ils peuvent consulter, pas l'ensemble de leur dossier, mais certaines pièces de leur dossier, des salariés. Donc, encore une fois, ça va dans le sens de faciliter la vie des RH, de leur ôter des tâches qui ne sont pas forcément très sexy à faire et qui puissent se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. C'est quoi quelle pièce je suis collaborateur de Suez, finalement, j'ai accès à quoi? Parce que c'est pas mon CV, j'ai accès à quoi? Mon parcours, ce serait quoi? Ça peut être les entretiens individuels, par exemple. Tous les entretiens individuels sont centralisés, il va sur son intranet et il va avoir accès à l'ensemble de l'historique de ces entretiens individuels. C'est quand même quelque chose d'important. Après, il y a également alors si je prends un autre exemple plus international sur la sécurisation de la gestion des données des salariés. Les entreprises internationales ont des grosses problématiques en fonction des pays de rétention des documents, le temps de rétention des documents. Je suppose que chaque pays a sa législation en fonction de la nature du document. Un arrêt de travail, ça va être 5 ans au Japon, 10 ans au Canada et 8 ans en Suisse. J'ai pas les dates en tête, je dis ça comme ça, prenez pas ça à la lettre. Mais en papier, c'est impossible à gérer ça. C'est-à-dire que comment nous, on a géré ça pour Biogen, qui est une boîte pharmaceutique aux US. Ils sont dans des dizaines de pays différents. Comment est-ce qu'au niveau global, le DRH demandait mais comment moi je fais pour m'assurer que chacun de mes pays, chaque année, il supprime toutes les pièces qui constituent les dossiers qu'on ne doit plus garder parce qu'au niveau de la loi, on n'a plus le droit de les garder. C'est une vraie problématique en papier, c'est impossible à faire. Ou alors, chaque année, il faut faire un audit, il faut dépêcher quelqu'un qui va fouiller chaque dossier à la main et qui retire les pièces en fonction de la date d'expiration. C'est une tannée, c'est ingérable. L'avantage de l'électronique là-dessus, c'est que automatiquement, nous, on va pouvoir mettre un petit red flag sur chaque document et mettre à disposition. Alors, nous, on a un système d'archivage, on ne pourra pas supprimer nous-mêmes les documents. On donne l'information au client et c'est le client qui décide de les supprimer ou non finalement. Il garde la main là-dessus. Mais donc on a un petit red flag sur chaque document qui va dire ce document-là, il arrive à expiration pour tel pays, est-ce que vous le gardez ou non? Oui, je le garde, non, je ne le garde pas. Dans ce cas, je mets à la poubelle et je suis en conformité légale par rapport aux lois locales qui peuvent exister dans chacun des pays. Oui, là, dans les exemples que tu cites, on voit bien que effectivement la digitalisation, au sens solution et service, permet une forme de mise en conformité beaucoup plus efficace que ce qui n'existe. Je reprends juste les exemples très rapidement que tu as évoqués, qui est de dire la sécurisation physique, l'habilitation et rôle. C'est intéressant effectivement de se dire les documents ils sont plus facilement sécurisés en termes de rôle et d'habilitation quand ils sont digitalisés que quand ils sont matérialisés. L'exemple que tu prenais est très bon, c'est le rendre accessible 20 000 dossiers. Effectivement, on pense bien que c'est assez difficile physiquement de gérer des habilitations. D'ailleurs, on pourrait même dire dans chaque dossier, il y a certains documents auxquels on a le droit ou pas. La gestion des habilitations physiques semble 1000 fois plus complexe que la gestion des habilitations digitales. Donc là, ça permet de rester en sécurisation plus qu'en conformité. Le point que tu viens d'évoquer, qui est la mise en conformité, effectivement, on voit bien que le digital permet de s'assurer du respect de la législation dans chaque pays. On ne va pas aller regarder dans chaque dossier, et je ne parle même pas des expatriés, parce que ça serait assez drôle de voir, et forcément, il y en a plusieurs milliers dans des grandes structures. Donc, entre un dossier qui part au Japon ou en France, combien de temps doit garder un arrêt de travail ou une sanction, pas évident. L'autre point que je retiens aussi dans ton propos, en plus d'améliorer l'efficacité de la sécurité et de la mise en conformité, c'est aussi l'amélioration du service rendu. Ça me semble intéressant de dire que tiens, le fait de ça ne s'oppose pas à la conformité avec le service quand tu évoques l'idée de mettre à disposition un certain nombre de services et de documents directement aux collaborateurs ou aux managers ou à l'équipe RH. Finalement, on améliore l'expérience collaborateur
tout en sécurisant. Donc là, c'est vraiment un gage de performance intéressant. Et ça fait lien avec les opportunités. Et ben voilà, parfait. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Et ben justement, très bien. Stéphane pose la question, est-ce que digitaliser tous les documents impose de détruire tous les documents papier reçus? Alors la réponse est non. Il y a des documents originaux que vous devez garder. Ça c'est vraiment du juridique et c'est à voir avec le département juridique. Il y a des documents que vous allez dématérialiser, que vous allez pouvoir jeter. Il y en a d'autres qu'il faut garder parce que c'est l'original et le papier et il faut pouvoir présenter l'original. Donc ça dépend. Ça ne vous affranchit pas de conserver en papier l'ensemble certaines pièces constitutives des dossiers des salariés. En revanche, au quotidien, en termes d'accès, l'accès en électronique est beaucoup plus rapide qu'en papier. Alors, je prends la question de Jean-Philippe, mais Jean-Philippe te pose la question, je dis te pose, pas nous, parce que je ne connais pas la réponse. Et l'habilitation à la donnée est lourde. J'ai l'impression qu'il y a une contrepétrie dans cette question. Est-ce que, Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Ça serait super. Peut-être que toi, tu vois le sens. Non, absolument pas. Si vous pouvez préciser, ce serait parfait. Je vais peut-être interpréter. C'est complexe, voilà, c'est une question de complexité. C'est peut-être ça. C'est effectivement l'habilitation à la donnée, ça se fait pas d'un simple clic. C'est ce qu'on fait quand on met en place des solutions chez nos clients. Il y a toute une composante droit habilitation qui est extrêmement forte. Qu'on essaie d'hériter des CRH des clients aussi pour essayer d'avoir une cohérence entre les CRH et la solution digitale mise en place. Mais oui, ça peut être assez complexe et c'est une des pierres angulaires, on va dire, de la mise en place d'une solution digitale. Alors, je m'excuse, Jean-Philippe, il avait posé une question que j'ai loupée parce que le chat ne permet pas de remonter trop facilement, mais il avait bien introduit sa question. Donc, toutes mes excuses, Jean-Philippe, continue à poser des questions, et les autres aussi. Il posait la question, mais qui est dans la continuité donc, de questions sur l'habilitation des données. Pour ce qui est des données, ça peut être plus compliqué. Certaines données sont à partager, d'autres pas. Par exemple, la formation. Et je crois que vous évoquez aussi, Jean-Philippe, une autre question. Je poursuis toujours. Toujours ce problème de chat. Je vais y arriver. C'est juste, parfois le digital, il faut cliquer. Voilà. Comment bien compartimenter les données d'un collaborateur, par exemple, pour être sûr de pouvoir ensuite donner la clé efficacement? Oui, ça se fait par type de document. C'est pour chaque, on parle vraiment dans le cadre de l'employee file management, des dossiers des salariés, mais c'est le cas aussi dans le cadre de processus de case management. C'est que pour chaque action, pour chaque type de document, pour chaque process, on définit qui a accès à quoi en fonction d'un périmètre organisationnel, en fonction d'un rôle donné, en fonction de filtres également. On peut aller plus loin en mettant des filtres. C'est-à-dire qu'on est capable de filtrer sur des populations. L'exemple le plus bateau mais qui est très parlant, c'est CDD et CDI par exemple. Il y a des personnes, il y a des agents qui vont avoir accès au CDD et au CDI, d'autres uniquement au CDD. C'est des choses comme ça. Mais on va très finement, effectivement, c'est très important. Encore une fois, c'est la pierre angulaire pour être sûr que ça fonctionne bien. Stéphane pose la question de est-ce que digitaliser veut dire garantir la signature électronique? De quelle manière pour les docs dont on aurait détruit la version papier? Ah oui, alors, il y a plusieurs choses. Quand on parle de signature électronique, il peut y avoir l'empreinte du document qui garantit son intégrité. Il peut y avoir la signature électronique où on signe des documents à la place d'avoir une signature papier, on a une signature électronique. Ce qu'on propose également en passant par un partenaire via DocuSign. Mais je pense que là, on parle de l'intégrité du document. Encore une fois, on parle toujours d'original et de copie lorsqu'on conserve des documents. Il y a des documents, il faut conserver les originaux. Donc, on aura beau garantir l'intégrité du document, il faudra conserver l'original papier. Ensuite, chaque document, effectivement, qui est transformé en électronique,
ou alors qui est distribué nativement en électronique. On parle des bulletins de paie également, on parle de la loi travail au début du webinaire. La loi travail pousse désormais à envoyer les bulletins de paie des salariés au format électronique. Mais évidemment, on garantit une intégrité avec une empreinte de document. Aussi, le document, l'eurodate, il est scellé, et ce qui nous permet, en cas de, c'est uniquement en cas de conflit, on va dire, de pouvoir prouver que le document est conforme à l'original, il n'a pas été altéré, il n'a pas été modifié, et donc que le document distribué, quand on parle de bulletin de paie, c'est très important, que le document distribué aux collaborateurs est bien conforme à l'original et que c'est bien celui qui était attendu. Ensuite, quand on transforme du papier en électronique, il y a forcément une rupture, c'est que nous, on va quand même garantir l'intégrité du document scanné, mais entre le moment où on prend le document papier ou on le scanne, par exemple du papier carbone, des choses comme ça, parfois la qualité peut en pâtir un petit peu. Il peut y avoir un trou dans le suivi d'intégrité du document, et c'est pour ça qu'il faut garder les originaux. Alors quand on parle d'un CV, effectivement, conserver l'original d'un CV, ça n'a pas d'intérêt. Quand on parle de documents juridiques un peu plus sensibles, un contrat de travail qui a été signé à l'époque à la main, si c'est juste un scan, il faut garder l'original. Dans la continuité de ces questions, Olivier pose la question suivante. Est-ce que le fichier contenant tous les bulletins de paye archivés dans PeopleDoc, avant distribution dans les coffres-forts, a une valeur légale? Sachant que Fabien n'est pas juriste. Et donc la notion de valeur légale, je ne sais pas moi ce qu'elle recouvre. Non, le fichier qui regroupe tous les documents n'a pas spécialement de valeur légale, c'est le même que celui qui sort du SIRH, donc il a la même valeur légale que celui du SIRH. Ensuite, on distribue, comme vous le dites, les documents aux salariés, on fait une copie employeur dans le dossier salarié également. Et c'est ces documents-là qui ont une valeur légale et qui sont vus comme des originaux par la loi. Donc c'est ceux-là qui ont une empreinte pour lequel on s'engage sur une intégrité du document. Donc n'hésitez pas à continuer, on va poursuivre notre webinaire, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et ça pose dans la continuité de ce que vient d'évoquer Fabien. Ok, il y a plein de contraintes, on voit que ce n'est pas simple au niveau international de pouvoir ménager toutes les obligations réglementaires, législatives, en prenant en compte la diversité organisationnelle qui peut exister. Je parlais de créativité en introduction. Comment est-ce qu'on peut, je parlais également d'occasion favorable pour paraphraser la notion d'opportunité, comment est-ce qu'on peut aller plus loin finalement que de limiter à répondre à l'obligation légale? Est-ce que le Digital RH permet là, tu l'as très bien introduit juste avant les questions sur l'expérience utilisateur. En fait, si je reviens sur le cas de Suez, déjà, la première brique que vous voyez, c'est le gain de productivité. Si je reviens sur le cas de Suez, ça a offert 15% de productivité à la cellule RH de mettre en place une solution d'employee file management. Le but de ça, c'est une réduction des coûts, bien évidemment, mais aussi que les RH puissent se centraliser vraiment sur des tâches à valeur ajoutée. Que les RH sont, ce que je disais en introduction, sont énormément sollicités au quotidien par des mails, par des coups de téléphone, par des gens qui viennent les voir, etc., et qui polluent un peu leur travail. En leur enlevant tout ce bruit autour d'eux, ça va permettre de se focaliser sur leur cœur de métier et donc sur des tâches à valeur ajoutée. Ça, c'est déjà quelque chose au niveau RH qui est très important. Ensuite, on a aussi, alors si on va un peu plus vers l'expérience collaborateur, on parlait de Nestlé au début, je vais vous donner l'exemple de Nestlé. On parlait de Nestlé au début du webinaire, donc je vais dire 320 000 salariés dans 147 pays. Et Technip qu'on a mis en place, c'était dans le même cas de figure. C'est-à-dire que on a pu mettre en conformité tout un système d'employee file management également, qui permet d'homogénéiser l'ensemble des dossiers des salariés et donc vraiment de simplifier le management, la prise en charge de ces dossiers des salariés. Je m'explique. Dans une boîte comme Nestlé, tu parlais d'expat, il y a beaucoup de mobilité interne.
Quand on est avec des dossiers salariés papier, c'est une grosse galère. C'est-à-dire que le temps que le dossier du salarié arrive, suive l'expat dans son nouveau pays, et parfois même il n'arrivait jamais, donc les dossiers étaient perdus. Là, on va avoir une structure de dossier qui est homogène globalement, donc tout le monde va pouvoir avoir accès à la même structure de dossier, donc tout le monde va comprendre et savoir où chercher quelle pièce qui constitue le dossier. Et en plus, en 2 minutes, on va pouvoir dire, maintenant, ce collaborateur-là, il a été muté en Birmanie, je ne sais pas, pourquoi pas en Birmanie. Et on va donner directement les droits qui vont bien au gestionnaire RH en Birmanie pour pouvoir gérer son dossier. Et ça se fait en 2 minutes. Il n'y a plus besoin d'envoyer le dossier par la poste ou par bateau ou je ne sais quoi, qui va mettre des mois à arriver. On parlait de bulletins de paie, c'est pareil pour les expats. C'est-à-dire que les bulletins de paie papier pour les expats, c'est une tannée. C'est-à-dire qu'il y en a 1 sur 3 qui était perdu. Et les retours qu'on avait de la part des expats, de nos clients, c'est vraiment ça. Et donc on a des taux d'acceptation de dématérialisation du bulletin de paie auprès des expats qui est énorme, qui est très très forte, parce qu'ils le reçoivent instantanément en ligne, etc. Donc, on parlait d'expérience utilisateur, en fait, sur ce genre de choses, on peut même parler d'expérience collaborateur. Qu'est-ce que vous allez offrir à vos collaborateurs qui va faciliter leur expérience RH au sein de votre entreprise. On le sait, les collaborateurs aujourd'hui sont de plus en plus volatiles. Les gens changent de poste, voire d'entreprise assez régulièrement. Et pour conserver les talents, il faut leur proposer quelque chose. Il faut qu'ils se sentent bien dans leur entreprise. Et ça passe par ça, ça passe par plein de services qu'on leur met à disposition, qui leur rappellent aussi ce qu'ils peuvent trouver dans leur quotidien. C'était une personne, son nom, qui disait ça, et c'était très intéressant, qui expliquait que jusqu'ici, jusqu'aux années 2000, les entreprises étaient toujours en avance sur le téléphone, sur Internet, sur les ordinateurs. C'est-à-dire que la technologie arrivait avant dans les entreprises, avant d'arriver chez monsieur tout le monde, chez le particulier. Aujourd'hui, ça s'est inversé. C'est-à-dire que les gens ont des outils chez eux qui sont 100 fois plus performants que ce qu'on peut proposer au sein des entreprises. Le nombre d'entreprises que je vois où on est encore sur des versions de navigateurs qui ne supportent pas toutes les choses, etc. Bon, j'ai l'impression qu'il faut... C'est ce que je hoche la tête, effectivement, il nous reste 3 minutes. Donc, le Digital RH permet de réduire la fracture numérique entre un usage personnel et un usage professionnel, et les entreprises sont bien en retard là-dessus, et notamment la fonction RH, pas que, mais notamment. Ça permet d'améliorer l'expérience collaborateur, ça permet d'être plus performant. En une phrase sur flexibilité, challenge, hein, une phrase sur flexibilité et marque employeur avant de prendre éventuellement une question et puis de conclure. Sur la flexibilité, ça va être vraiment l'agilité. C'est mieux aussi, pardon. L'agilité dans les services qu'on peut offrir. Je prends le cas, on parlait de signature électronique tout à l'heure. On a un cas Canal+, avec des intermittents du spectacle qui travaillent sur des piges de 2 heures. Quand ils signent maintenant électroniquement leur contrat, c'est beaucoup plus efficace, ils le reçoivent automatiquement, soit par mail, soit dans un espace sécurisé, etc. Donc ils ont directement tous leurs documents à disposition. Tout ce qui est marque employeur et éco-responsabilité, ça va être des entreprises également. Alors tout dépend du discours qu'on veut se faire passer, mais on a des clients qui sont très portés sur l'éco-responsabilité, etc. Et donc le zéro papier, et ça va leur permettre de mettre en place une solution Digital RH, de porter ces discours-là d'éco-responsabilité au sein de l'entreprise. Allez, et en 30 secondes, la question d'Olivier qui dit toujours concernant les bulletins de paye, est-ce que cela veut dire qu'il faut le coffre-fort entreprise? Alors oui, tout dépend. Mais oui, il faut les conserver côté employeur. Après, évidemment, nous on propose des solutions de coffre entreprise également. Vous pouvez avoir vos propres solutions de coffre. On a des clients qui avaient déjà leur solution, et donc on se plug à ces solutions. C'est pas forcément une solution PeopleDoc, mais oui, il faut avoir, quand on passe en électronique, il faut avoir un espace sécurisé employeur pour archiver ces documents-là. C'est un peu comme quand on a une voiture, c'est ma remarque est débile, mais comme il faut une voiture, il faut un espace pour pouvoir stocker sa voiture, éventuellement devant un garage, peu importe. Merci beaucoup Fabien. Juste pour conclure
webinaire. Quel est ton coup de cœur et ton actu RH? On termine toujours les webinaires par ces deux questions. Donc, si en 30 secondes, tu pouvais nous donner ton coup de cœur et l'actu RH à partager aux participants. Coup de cœur qui est de l'interne, qui a été fait par deux personnes chez moi qui ont fait un super boulot et en partenariat avec Sage. C'est un partenariat qu'on a monté avec Sage, dont je parlais en introduction, qui exprime bien l'histoire de PeopleDoc. C'est-à-dire qu'entre 2010 et aujourd'hui, ce partenariat, ça nous a permis d'automatiser complètement la mise en place de nos solutions. C'est-à-dire que les clients Sage cliquent sur un bouton et ont PeopleDoc en 2 minutes. Ce qui nous permet de toucher des boîtes de 4 ou 5 personnes, comme je disais en introduction. C'est un super projet, les gars ont super bien bossé là-dessus et ça démocratise vraiment ce genre de solution et je trouve que c'est vraiment ce qu'on voudrait faire. L'actualité, l'actualité, la grosse actu, PeopleDoc, c'est qu'on va être présent au salon HRTech le 24-25 octobre. Donc voilà, on a un stand. Clément Buis, qui est un cofondateur, présentera toutes les nouveautés à venir de notre roadmap. Il y a plein de choses très jolies à faire. Il y aura également une keynote animée par Jean-Michel Estrade, qui est DRH Atos, qui a choisi notre solution et qui parlera un petit peu du choix d'Atos, pourquoi PeopleDoc, qui c'est très, très, très intéressant. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Rappelle-nous la date. 24-25 octobre. HRTech. Merci beaucoup Fabien d'avoir consacré ces 45 minutes avec nous. On voit que le sujet est assez vaste et on sent aussi derrière ton propos tout le dynamisme et l'innovation de PeopleDoc, une forme de passion et aussi d'expertise. Donc peut-être qu'on refera très certainement un webinaire sur ces thématiques pour pouvoir continuer à partager avec vous. Merci 1000 fois. Merci à toi. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 20 octobre prochain pour le prochain webinaire Parlons RH, toujours à 11h. J'aurai le plaisir de recevoir le CEO fondateur de Formetrice, qui est Laurent Balaguier, sur le thème suivant, post-formation, comment engager les apprenants pour booster leur potentiel. Bref, comment améliorer l'expérience apprenant dans un continuum d'apprentissage. Ça, c'est dans 1 mois et c'est via Internet interposé. Pour échanger en présentiel, on est situé à Nanterre, n'hésitez pas à venir prendre un café. Sinon, il y a ce soir, Parlons RH et partenaire média de la soirée du trophée du DRH numérique avec la NDRH. Donc, si vous y êtes, on aura le plaisir de s'y rencontrer. Sinon, le 10 octobre prochain à RMS Conf avec Jean-Christophe Hannin, où Parlons RH est également partenaire média. C'est une très belle journée d'innovation sur les talents en perspective. Et enfin, pour rester dans le digital et le numérique, vous voyez qu'octobre est riche en termes d'événements. Le 17 octobre, avec notre partenaire JDN Events, où nous participons à la journée RH et digital. Quoi de mieux pour boucler la boucle? Mais n'hésitez pas à nous rencontrer physiquement, digital et humain avant tout. Merci à tous et à très bientôt. Merci encore Fabien. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à télécharger, évaluer, commenter ce webinaire. Merci à vous. Merci, au revoir.